À la une ce soir. La situation fiscale au pays est solide. Et je pense que les Canadiens et Canadiennes le réalisent. Mise à jour économique à Ottawa, le déficit revu à la baisse et de l'aide pour la classe moyenne. Je pense que pour le gouvernement, d'aider les gens, c'est en créant des nouveaux emplois bien payés. Puis ça commence par former des gens pour ça. Pour une première fois depuis 35 ans, le souverain britannique s'adresse au Congrès américain. The bond of kinship and identity between America and the United Kingdom is priceless and eternal. It is irreplaceable and unbreakable. Et dans la foulée des renégociations sur le libre-échange, Québec nomme sa nouvelle émissaire. Je veux être un des appels qu'ils ont fait avant de s'asseoir et un des premiers appels, sinon le premier qu'ils font lorsqu'ils se lèvent de la table pour aller faire les consultations. Il est 17h, voici votre nouveau info. Bonsoir tout le monde, bon mardi. Alors, le gouvernement Carney qui affiche un déficit moins élevé que prévu malgré l'imposition de tarifs par l'administration Trump. L'économie canadienne s'en tire donc bien malgré de nombreuses turbulences, on le sait, mais il y a bien des gens au pays qui peinent à joindre les deux bouts. La mise à jour économique contient pourtant peu de mesures pour soulager leur portefeuille. Je retrouve tout de suite mon collègue Étienne à Ottawa. Étienne, donc, certains vont quand même avoir un coup de pouce du fédéral, là. Oui, certaines mesures ciblées là, pour payer l'épicerie dans le cas de certains Canadiens, mais pas tous les Canadiens. Plus d'aide pour les personnes handicapées, pour les athlètes également qui vont recevoir davantage d'argent, mais pas de grande annonce aujourd'hui. Peut-être une exception sur la formation des jeunes. Il y aura plus d'aide pour eux. 100 000 jeunes qui vont pouvoir donc avoir de l'aide pour se former dans des domaines critiques. Mais aujourd'hui, le ministre Champagne l'a bien dit, face aux menaces américaines, lorsqu'on ne peut pas changer les autres, il faut se changer soi-même. Nous rendons ainsi le Canada plus fort, plus autonome aussi, et certainement mieux préparé pour l'avenir. L'économie canadienne est résiliente et elle tient le coup face aux menaces américaines et au contexte mondial chaotique. En tout cas, c'est le message que veut envoyer aujourd'hui le gouvernement Carney. Et un an après son élection, il confirme même que le déficit est finalement plus bas de 11 milliards de dollars. Plutôt que de 78, il sera de 67 milliards. On a un peu plus de revenus qui proviennent du pétrole, peut-être un peu de manière contradictoire parce que ça fait mal à la pompe, mais ça donne un peu plus d'argent en revenus au gouvernement fédéral. C'est vraiment un énoncé économique pour développer la nouvelle économie de Mark Carney. Mais concrètement, qu'est-ce que cet énoncé économique va changer pour vous à la maison? Il y a des mesures pour vous aider à payer votre panier d'épicerie. 12 millions de Canadiens pourront profiter de la nouvelle allocation pour l'épicerie et les besoins essentiels. Il y a aussi plus d'argent pour les banques alimentaires qui disent en avoir vraiment besoin dans les derniers mois. Puis on pérennise le programme d'alimentation dans les écoles. Même si les données macroéconomiques sont positives, ce serait même très positif pour le Canada, on sait que pour plusieurs familles, ce qui les inquiète, c'est la fin de la semaine, la fin du mois, comment on peut les aider dans cette période de transition. Et face à la crise du logement, on annonce par exemple 42 millions de dollars de plus pour la construction de logements préfabriqués. Ce que le gouvernement veut faire, c'est on va construire plus de logements, essayer de le faire plus rapidement. Éventuellement, ça va faire baisser le prix des maisons, ça va être plus abordable. Et c'est sûr qu'à court terme, on ne voit pas les bénéfices tout de suite. C'est un pari sur plusieurs années. Et le gouvernement Carney veut aussi mobiliser la jeunesse. En lançant Équipe Canada Forte, on veut mobiliser jusqu'à 100 000 jeunes pour affronter les défis de notre époque. C'est ça le point majeur du budget, c'est en matière de formation. On se rend compte que le gouvernement voit qu'il y a des besoins de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs de l'économie, dans les métiers surtout. Et donc, on dit aux jeunes, si vous voulez aller travailler dans ces domaines-là, on va vous aider du début à la fin, on va vous aider financièrement, on va aider les entreprises aussi. Je pense que pour le gouvernement, d'aider les gens, c'est en créant des nouveaux emplois bien payés. Puis ça commence par former des gens pour ça. Même si l'économie canadienne est encore dépendante de son voisin du Sud, le gouvernement Carney dit avoir réussi à multiplier les accords avec d'autres pays de la planète. Est-ce que donc le Canada est dans une bonne situation financière en ce moment? C'est sûr que quand on compare aux autres pays du G7, là, puis le gouvernement le fait à profusion dans ses documents budgétaires, le niveau de la dette au Canada par rapport à l'économie et la façon qu'on l'utilise pour mesurer est bonne. Mais il y a un moment où il va falloir qu'on retourne vers un équilibre budgétaire. Il y a un moment où on va devoir faire baisser la dette, surtout qu'on ne sait pas ce qui va arriver avec les taux d'intérêt à long terme. Mais il ne faut pas se leurrer, l'avenir demeure incertain. Le chômage chez les jeunes est toujours très élevé et le conflit au Moyen-Orient a été un autre coup à l'économie canadienne, dit le gouvernement. À Ottawa, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info.
Dans Washington est toujours sous le choc après la fusillade survenue au dîner des correspondants samedi soir. Et c'est dans ce contexte, disons, particulier que le président Trump a reçu le roi Charles III à la Maison-Blanche aujourd'hui. Alors, Lila, il est venu en quelque sorte tempérer les relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Oui, et je dirais même qu'il est venu donner une leçon de diplomatie. C'était attendu, voire très, très attendu, ce discours. On sait que le roi était venu, en fait, souligner les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Mais le roi a surtout donné donc un discours devant le Congrès, rare, puisque la dernière fois, c'était la reine Élisabeth II en 1991, donc c'est pas si commun que ça. Alors oui, on s'attendait à ce que le roi utilise son charme diplomatique pour adoucir les tensions entre les deux pays. Londres qui avait refusé de participer à la guerre au Moyen-Orient, Monsieur Trump qui avait dit du Premier ministre anglais qu'il était un loser. On avait plusieurs problèmes entre les deux pays. Donc ce discours, il allait reprendre aussi des points diplomatiques. Par exemple, le roi a dit que le monde avait soutenu les États-Unis lors du 11 septembre et qu'il fallait se comporter pareil avec l'Ukraine, par exemple. Il a dit d'autres affaires comme être avec l'Europe, être avec le Commonwealth, donc unité internationale. Il a aussi dit qu'on ne pouvait pas se reposer derrière les réussites du passé. On peut l'écouter. So 250 years ago, we forged a friendship that has grown into one of the most consequential alliances in human history. I pray with all my heart that our alliance will continue to defend our shared values with our partners in Europe and the Commonwealth and across the world. America's words carry weight and meaning, as they have since independence. The actions of this great nation matter even more. Évidemment, Marie-Christine, il y a une épée de Damoclès aussi sur le roi Charles III. Et on sait que les fichiers dossiers Epstein, en fait, avec le frère du roi, Andrew Mountbatten-Windsor, on en parle souvent. Puis les victimes veulent rencontrer le roi. Et bien justement, Jean-François Poudrier, notre collègue, est à Washington aujourd'hui. Il a rencontré une des victimes. On peut écouter ça aussi. I have been living through this nightmare for over 2 decades. Every day is another struggle. If I am able to function, that means that I'm okay. If I can't do my laundry, it means that I'm reliving the nightmare. While King Charles is here during his visit, I encourage him to speak to our president and put in a word, that he supports us. Donc le roi est en visite aux États-Unis pour 4 jours. Ce soir, il y aura un dîner avec le président. Et puis dès demain, il sera à New York. Merci, Lila. Une nouvelle fait réagir. Vous avez un sujet d'enquête à nous transmettre. Je vous invite à m'écrire par courriel. Vous voyez mon adresse présentement à l'écran. On revient sur cette mise à jour économique. Salut Alain. Salut Marie-Christine. Qu'est-ce que tu retiens d'abord de ce plan-là? Premièrement, la bonne nouvelle, c'est que le déficit est moins élevé. Il aurait pu être encore moins élevé si le gouvernement n'avait pas déjà mis ces mesures en place. Étienne en a parlé tantôt, l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels. Il faut dire cependant, pour les gens qui nous écoutent, c'est ce que les gens recevaient, leur chèque pour la TPS. Ils ont changé le nom pour lui donner peut-être une couleur plus réelle de ce que ça représente. Ils l'ont bonifié. Donc, c'est ça peut-être le petit coup de pouce qui a été donné aux 12 millions de familles canadiennes qui ont des revenus un peu plus faibles. Mais au bout de la ligne, on voit que le gouvernement veut plutôt investir dans l'économie. Son fonds souverain, on n'a pas vraiment eu d'informations comment est-ce qu'il va fonctionner. Pas encore clair. Non, tout à fait. Et je pense que la grande nouvelle, c'est pour les travailleurs dans le secteur de la construction qui vont être soutenus parce que Mark Carney, naturellement, veut ces grands projets partout à travers le pays. Ça va lui prendre de la main-d'œuvre pour ça. Bien, il souhaite supporter les jeunes par ces montants qu'ils recevront tout au long de la formation jusqu'à un chèque de 5 000 $ à la fin lorsqu'ils recevront leur saut final pour la formation. Ce qui peut être intéressant, mais dis-moi, est-ce que tu juges que Mark Carney est plus dépensier que son prédécesseur? C'est clair qu'il dépense beaucoup. On n'est pas en pandémie. En même temps, il y a les difficultés avec les négociations avec les Américains. Il veut développer les tarifs douaniers. Donc, c'est clair, mais la grande différence, c'est qu'on voit qu'il dépense, il investit pour certains dans les secteurs pour faire
faire tourner l'économie au lieu d'investir de l'argent dans des programmes sociaux très coûteux, comme on avait avec Justin Trudeau, que ce soit pour les soins dentaires, pour les assurances maladie. Donc, on voit que c'est vraiment tourné vers l'économie. Le premier ministre a déposé aussi une motion hier soir pour prendre le contrôle des comités parlementaires. Qu'est-ce que ça représente, ça, on en a pas beaucoup parlé. Ça change beaucoup de choses. Mark Carney, on le sait, est devenu majoritaire avec les transfuges et les 3 élections partielles. Il lui manquait un élément pour mettre son agenda politique en action, c'est le contrôle des comités. Et lorsqu'on dépose un projet de loi, il y a une première étape qui est le dépôt, qu'on appelle la première lecture. Le deuxième, c'est qu'on s'en va en comité pour travailler. Et dans ce cas-ci, Mark Carney n'avait pas le contrôle parce que ces comités-là sont basés sur les résultats de l'élection générale. Donc, mais ça change quoi dans le quotidien des parlementaires? Bien, ça fait en sorte que maintenant, Mark Carney peut aller beaucoup plus vite, faire monter le projet en 3e lecture et avancer. Et dans ce cas-ci, respecter ses promesses électorales. Donc, il passe à une autre vitesse. Tout à Alain, fait. ça fait un an, jour pour jour, qu'on a vécu cette soirée électorale fédérale ensemble. Les libéraux ont fait 440 promesses. Est-ce qu'on sait combien ont été résolues ou ont été respectées? Après 25 de son mandat, une première année, il va pouvoir dire qu'il était minoritaire, c'est ça qui l'a ralenti. C'est 6 de ses promesses seulement. C'est 28 sur 440. Il a encore beaucoup de défis. Est-ce que la prise de contrôle est-ce que la prise de contrôle des comités va l'aider à aller plus vite? Je pense que oui. C'était quand même audacieux, 440 promesses. Et d'après mes calculs, c'est le record qu'on a vu dans une élection. Là, ça s'en vient, les promesses aux provinciales. On va en reparler ensemble. On va calculer plusieurs. Merci, Alain. Ça fait plaisir. Justement, en politique provinciale, on commence à entrer dans les promesses électorales. Charles Milliard promet de rembourser jusqu'à 10 000 $ de TVQ pour les maisons neuves pour faciliter l'accès à la propriété, en particulier aux jeunes familles. C'est le premier engagement donc d'un grand plan logement du PLQ de 125 millions de dollars. Le but est de réduire le coût d'achat, stimuler la mise en chantier de nouvelles unités et de favoriser la densification. Maintenant, le nom d'Amélie Champagne vous dit certainement quelque chose. Une jeune femme qui s'est enlevée la vie, c'était en 2022, alors qu'elle souffrait de nombreux symptômes qui s'apparentaient à la maladie de Lyme. D'ailleurs, sa mort avait fait l'objet d'une enquête publique. Eh bien, la naturopathe qu'avait consultée Amélie Champagne a été reconnue coupable aujourd'hui de pratiques illégales de la médecine. Lily Mercure. La naturopathe Khadija Lefebvre a diagnostiqué une maladie et prescrit des médicaments ou des substances à Amélie Champagne alors qu'elle ne possédait pas de permis du Collège des médecins le 24 février 2022. Après une consultation, elle lui a proposé un plan de traitement en lien avec la maladie de Lyme qui inclut notamment une diète alimentaire spécifique et plusieurs produits de naturopathie. C'est en raison notamment de ses comportements que Khadija Lefebvre a été reconnue coupable de 3 des 11 chefs d'accusation qui pesaient contre elle. Dans l'exposé conjoint des faits présenté aujourd'hui en salle d'audience, on y apprend que ce traitement de naturopathie a causé plusieurs effets indésirables pour Amélie Champagne. On peut lire aussi qu'en 2018, Khadija Lefebvre a reçu une lettre d'avertissement du Collège des médecins pour lui réclamer d'arrêter toute activité en lien avec la maladie de Lyme. Autre fait troublant, la naturopathe a été reconnue coupable d'avoir diagnostiqué des maladies lors d'une consultation avec une autre personne le 5 novembre 2024. Par courriel, le Collège des médecins se dit satisfait de la décision. Le CMQ invite les patients à se méfier des traitements miracles et à se questionner sur les compétences d'un individu avant d'avoir recours à son traitement. Amélie Champagne s'est enlevée la vie en septembre 2022 alors qu'elle souffrait de plusieurs symptômes s'apparentant à la maladie de Lyme. Elle avait consulté plusieurs professionnels, dont la docteure Lynne Deshôtels. C'est elle qui avait recommandé à Amélie Champagne de consulter la naturopathe Khadija Lefebvre. Il faut savoir également que Lynne Deshôtels a été radiée pour 3 mois par le Collège des médecins le 1er février dernier pour avoir omis de prescrire à plus d'une reprise un traitement pour soigner un cancer d'une patiente. La coroner maître Julie Kim Godin ne s'était pas prononcée sur son diagnostic. Elle a affirmé que son décès a été causé par un polytraumatisme contondant consécutif à une précipitation dans le vide. Pour sa part, l'Association des naturopathes agréés du Québec déplore le fait qu'il n'y a pas d'ordre professionnel pour encadrer la profession. La naturopathie est encadrée dans les 5 provinces à l'ouest de nous, puis il y a une forme d'encadrement en Nouvelle-Écosse. Donc, on voit même chose aux États-Unis,
une quantité d'États qui encadrent cette profession-là. Et on ne demande pas mieux que d'être encadré et balisé pour éviter justement, non pas nécessairement des poursuites pour pratiques illégales, mais que n'importe qui puisse s'improviser naturopathe et faire des choses qui sont effectivement, dans certains cas, peuvent, dans certains cas, être risquées ou dangereux comme telles. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info. Le service de police de Laval a une nouvelle directrice. C'est d'ailleurs la 3e femme au Québec à occuper cette fonction. Elle est avec nous ce soir en studio. Karine Ménard, bonsoir. Bonjour. D'abord, félicitations. Merci, comment? Expliquez-nous pourquoi on dit que votre nomination se veut un message au crime organisé. Je pense que le contexte actuel nous démontre une présence de certains phénomènes sur le territoire lavallois, comme d'autres territoires en province. On parle d'extorsion, on a parlé récemment, on a parlé aussi de la violence armée dans les dernières années. Donc, je pense que ce qu'on doit retenir, c'est que le crime organisé n'a pas sa place à Laval et on veut s'attaquer de front à ceux qui cherchent comme ça à faire de l'argent au profit de commerçants, entre autres choses. Justement, le maire de Laval a réagi à votre nomination ce matin et là, je vais le citer, il a dit « Si quelqu'un fait quelque chose de croche à Laval, il risque de se faire pogner plus qu'ailleurs. » Pourquoi? En fait, je lui avais dit un peu à la blague, quand je suis rentrée à Laval, on avait des maîtres chiens, 24/7 sur les équipes de patrouille, puis je lui avais raconté le fait que Colin, quand on a des gens qui se présentent sur le territoire puis on les attrape, ils disent « Bien, j'aurais dû écouter mes amis puis pas venir à Laval. » Fait que je pense que ça y est resté aussi pour le crime organisé. C'est un peu ça que je veux qu'on ait comme image. C'est qu'on n'est pas un territoire accueillant envers le crime organisé. On veut que nos commerçants prospèrent. On veut que les gens viennent à Laval profiter de cette culture-là, de ces loisirs-là. Donc, mais comment faire la lutte au crime organisé? Parce que c'est pas évident, là. C'est un effort commun. Hein? On a, entre autres, dans les établissements licenciés, on a l'escouade Equinox qui est présente. On a également la prévention qui est là aussi pour empêcher nos jeunes de tomber dans le créneau. Et il y en a de plus en plus, malheureusement. Il y en a de plus en plus. Et en fait, notre effort est collectif avec les partenaires scolaires, milieu de la santé, DPJ, là, pour justement travailler de front pour éviter que ces jeunes-là se retrouvent dans les fleurons du crime organisé. Parce que ça a évolué. Ça fait quoi, plus d'une vingtaine d'années que vous êtes policière et vous l'avez vu, ce crime-là, changer au gré de l'arrivée des réseaux sociaux, par exemple? Oui, tout à fait. C'est sûr aussi que Laval évolue comme ville. Hein. C'était plus une ville dortoir du moment où j'ai commencé. Le crime organisé venait dormir à Laval puis faisait aussi leurs activités à l'extérieur. Maintenant, on a les gens qui peuvent profiter de nos installations. Donc, oui, c'est plus présent. Puis nos jeunes vont demeurer notre priorité là, encore cette année. Là. Vous avez tout un bagage d'expérience en prévention, infiltration, lutte au crime organisé. En ce moment, il y a toutes sortes d'enjeux, vous en avez parlé. Mais ce serait quoi votre priorité? Bien, la priorité, c'est de s'assurer qu'on a des équipes qui sont mobilisées. Donc, on a une très grande fierté au SPL de toute l'expertise qu'on a. Donc, de reconnaître ce travail-là des équipes, mais aussi de travailler en partenariat et je dirais, mettre au centre de la table les priorités, les phénomènes du moment, puis de travailler en modèle de police guidée par le renseignement autour de ces lectures-là. Plus de terrain, mais en fait, de ramener les expertises tout ensemble dans des buts communs. Je pense que c'est ça qu'on doit faire et pour être plus agile, plus moderne et avec nos partenaires autant de la ville que des milieux. Et une bonne présence dans les médias. Karine Ménard, merci beaucoup. Merci bon mandat. Merci, c'est gentil à vous. Bonne journée. C'est Juliane qui est à Québec ce soir, Étienne à Saguenay. Mais d'abord, je retrouve Samuel à Trois-Rivières. Une autre usine qui va fermer en Mauricie. C'est la deuxième quand même en 10 jours à en faire l'annonce dans la région, là. Il s'agit du plus gros employeur de la municipalité de Saint-Narcisse, l'usine de matelas Silly Canada, et c'est 46 travailleurs qui perdront leur emploi le 26 juin prochain. Cette nouvelle, elle a eu l'effet d'une bombe dans cette municipalité de moins de 2000 âmes. Il faut dire que l'usine était ouverte depuis plus de 35 ans. Il y a 2 ans, l'entreprise avait déjà connu des enjeux financiers, mais la communauté pensait que cette période d'incertitude était derrière elle, et donc cette annonce a d'autant fait plus de surpris. Les raisons derrière cette fermeture, elles ne sont pas encore connues officiellement, mais les activités de l'usine seraient transférées du côté de celle de Toronto. Alors forcément, on suspecte des enjeux financiers. C'est en tout cas ce que pense le maire de la municipalité, Guy Veillette. On l'écoute. C'est une entreprise américaine, puis pour eux, peut-être qu'un petit village qui parle français en Amérique du Nord, à Saint-Narcisse, en Mauricie, ben, c'est peut-être pas quelque chose qui est significatif pour eux. Fait que j'ai l'impression qu'ils ont analysé des colonnes de chiffres, puis ont pris une décision qui était administrative, comptable, mais pour nous, c'est un impact quand même très important au quotidien.
Une rencontre avec l'employeur est prévue demain afin de déterminer la suite des événements. Du côté du syndicat, on insiste sur le fait qu'on va vouloir accompagner les travailleurs vers les ressources à leur disposition afin de faciliter le plus possible leur transition. Jamais évident. Merci beaucoup, Samuel. On va aller faire un tour maintenant à Saguenay. Étienne, l'usine de Kenogami qui ferme temporairement ses portes jusqu'au 11 mai prochain. Et là aussi, c'est en raison des tarifs douaniers américains. Oui, une fois plus, l'usine de pâte et papier qui doit fermer ses portes pour une durée de 2 semaines jusqu'au 11 mai prochain. Puis depuis 2025, on en a vu plusieurs la fermeture temporaire de cette usine-là. C'est pas la première fois que les 220 employés en fait de cette usine-là doivent temporairement retourner chez eux sans paye, là, littéralement, sans solde. Puis ça découle directement de l'industrie. Tu l'as mentionné, Marie-Christine, avec tout ce qui se passe, là, les droits de douane sur les exportations, aussi les tarifs américains sur le bois d'œuvre canadien, bien, ça rend la chose assez délicate là, pour les travailleurs de l'usine. Je vous laisse entendre le syndicat commenter le dossier. Là, ça fait pas la première fois qu'on arrête cette année, puis malheureusement, on risque de réarrêter dans la mesure où on continue à faire du papier jusqu'à temps qu'on ait une solution pour nos emplois. T'sais, on va vivre avec, mais on ne vivra pas avec 10 ans de temps. C'est à cause que présentement, il y a un enjeu avec nos barrages hydroélectriques. Donc, tant qu'on n'a pas des solutions, on fait du papier avec les commandes qu'on a, ce qui veut dire avec des interruptions de travail. Mais le but, c'est de trouver une alternative pour travailler à l'année parce qu'on ne fera pas 10 ans comme ça. Là. Pour la suite, les travailleurs de l'usine attendent toujours une réorientation de l'usine. Il y a aussi Yannick Gagnon, député de Jonquière, qui en parle là, de ce dossier-là depuis plusieurs mois. Attend de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette usine-là, peut-être changer le cap. Le cap, oui. Merci beaucoup, Étienne. Maintenant, Juliane, à Québec, une grande simulation qui s'est tenue au campus Notre-Dame-de-Foix. On voulait faire vivre une vraie situation d'urgence aux étudiants en sécurité civile. Oui, c'est impressionnant de voir tout ce monde-là à l'œuvre. Pour être honnête, aujourd'hui, il y avait 100 personnes mobilisées, donc des enseignants, des étudiants, mais aussi beaucoup de comédiens pour ajouter du réalisme à la scène. Et le scénario, c'est un véhicule bélier qui va percuter une camionnette dans laquelle se trouvent les détenus. Et les détenus vont prendre la fuite par la suite un peu partout. Et il y a aussi des blessés graves sur place. Alors, c'est important pour les étudiants de prioriser, d'agir assez rapidement. Et ça impliquait tous les départements, donc technique policière, intervention en sécurité incendie, soins préhospitaliers d'urgence, technique d'intervention en milieu correctionnel. Et cette année, une nouveauté, la thanatologie s'est également ajoutée à l'initiative parce qu'en plus de tout ça, il y avait des décès sur les lieux. Alors, les étudiants devraient produire des rapports comme on le fait également dans la vraie vie. Alors, ça prenait beaucoup de communication. Je vous laisse entendre François Bouchard, qui est coordonnateur du programme de technique policière au CNDF. Donc, les étudiants vont avoir à gérer ça en partenariat avec les incendies pour la désincarcération des personnes dans le véhicule, pour le soin des victimes avec les étudiants paramédics. Donc, il y a tout ce contexte-là qui doit être mis en place. Donc, on n'a pas le choix de faire du partenariat, de parler, d'échanger, d'établir les priorités d'intervention. C'est toutes des choses que, dans un contexte d'études, on ne pense pas forcément à amener, mais là, dans un contexte d'intervention comme aujourd'hui, là, ils vivent pour vrai. Et à la toute fin, on fait un débriefing final tous ensemble et chaque département, voir comment ça a été. C'est une initiative qui se fait chaque année. Merci, Juliane. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. Ottawa dévoile sa mise à jour économique. Entrevue avec le ministre des Finances, François-Philippe Champagne. Entretien avec Louise Blais, qui est nommée émissaire du Québec dans le cadre de la révision de l'ACUM. Et le roi Charles III reçu en grande pompe à Washington. Le commentaire de Yves Boisvert. Le gouvernement Carney vient de dévoiler sa mise à jour économique. Il annonce donc un grand programme pour la formation de milliers de jeunes dans des domaines névralgiques comme les infrastructures, par exemple, et la défense. Mais comment le ministre des Finances compte aider les Canadiens qui peinent à boucler leur budget? Étienne Fortin-Gauthier l'a rencontré. À l'automne, vous nous parliez d'un budget générationnel. Oui. Aujourd'hui, c'est un énoncé économique qu'on décrirait comment? Historique dans le sens où on reprend le contrôle des finances publiques. Je pense que ça, c'est important. Pour les jeunes qui nous écoutent, un déficit moins élevé de 11 milliards, ça dit beaucoup. Parce que l'idée derrière ça, c'est qu'on est des gestionnaires prudents, mais en même temps, on était là pour l'abordabilité. Parce qu'on sait que pour les jeunes, toute la question du logement, la question de l'épicerie, on sait que ça, c'est une réalité qui touche les gens au quotidien. Puis l'autre affaire, je vais vous dire, le Fonds souverain, on peut investir
d'investir parce qu'on sait qu'en investissement, le temps, c'est le meilleur ami. Le fonds souverain, c'est que vous voulez que nous, là, comme citoyens, on investisse dans des grands projets d'infrastructure, qu'on risque notre argent, en quelque sorte. Oui, mais attendez, c'est que là, vous, là, je connais pas votre situation financière personnelle, mais vous n'avez pas, vous, l'opportunité, comme, mettons, d'autres institutions comme la Caisse, de pouvoir investir dans des grands projets. Bien, tu peux dire, écoute, si tu veux, toi aussi, investir dans ces grands projets-là, bien, tu vas avoir l'opportunité de le faire. Mais souvent, c'est les gouvernements qui investissent dans les grands projets parce que c'est risqué, justement. Et est-ce que je risque pas de perdre mon argent si moi aussi, je mets mon argent là-dedans? Il va y avoir des mesures, justement, pour bien calibrer ça. Alors, le fonds, lui, peut arriver à un moment où le risque est beaucoup moins grand. Rappelez-vous, quand on s'est donné l'outil qui s'appelle la Caisse au Québec, c'était à l'époque, je pense, de M. Parizeau. Regardez aujourd'hui ce que ça fait. Je veux vous parler du coût de la vie quand même. Les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qui change à partir d'aujourd'hui avec cet énoncé économique-là? Il y avait plusieurs mesures déjà annoncées. Y a-t-il du nouveau aujourd'hui? Le 5 juin, c'est une date importante parce que le 5 juin, tu sais, on a dit il faut donner un coup de main maintenant avec un pont pour l'avenir parce que nos mesures économiques prennent forme, la croissance économique est là. Mais ce que vous voyez en même temps pour les jeunes, c'est que le 5 juin, le rabais qu'on avait donné à l'épicerie et les besoins essentiels, ce premier paiement-là, ceux qui s'y qualifient, mais on parle de 12 millions de personnes qui se qualifient, donc il y a certainement des gens qui nous écoutent. Le premier versement va être le 5 juin. Ensuite de ça, je dirais la suspension de la taxe d'assises fédérale sur l'essence, ça se voit là. Tu sais, si vous allez à la pompe, là, si vous allez à la station-service, je pense que les gens qui nous écoutent l'ont vu. Sur l'immobilier, là. Oui. Récemment, vous avez dit que c'est le meilleur moment pour acheter une maison. Vraiment, les gens ont de la difficulté à payer leur épicerie? Bien, ce qu'on voit, pour ceux, mais il y en a qui achètent, il y en a qui louent, il faut voir. Mais ce qu'on voit, c'est que à l'échelle nationale, il y a une certaine baisse parce qu'on a connu un moment où tout montait en flèche. Là, ça s'est stabilisé puis ça commence à baisser. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on a mis des incitatifs en place pour aider les jeunes. On parle de la première maison, le crédit qu'on a donné. Alors, tu sais, on est très conscient que il faut miser sur les jeunes. Mais on n'a pas une nouvelle sur l'Eurovision, dans l'énoncé économique aujourd'hui. Ah, bien, écoutez, on me dit que vous avez une belle voix, fait qu'écoutez, on ne sait jamais, on cherche des candidats. Alors, si on a des bons candidats comme vous, qui sait, on va avoir la chance d'en reparler. Merci beaucoup. Bonne journée, merci. Au revoir, bye-bye. Merci. J'espère qu'Étienne va faire ses vocalises. Maintenant, on va parler de la renégociation de l'accord Canada-États-Unis-Mexique qui doit commencer dans quelques semaines et la défense des intérêts du Québec sera confiée à une ancienne diplomate, Louise Blais. Elle a été nommée émissaire ce matin par la première ministre Christine Fréchette et Jean-François Poudrier l'a rencontrée. Christine Fréchette est venue ici à Washington hier pour défendre les intérêts du Québec et préparer le terrain pour la renégociation de l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Un travail qui devra se poursuivre au cours des prochains mois et c'est l'ancienne diplomate Louise Blais qui aura ce mandat. Il faut jouer avec toutes nos cartes. On a de la chance d'avoir un réseau de délégués généraux aux États-Unis qui est hyper efficace. Avec très peu de ressources, ils ont établi des liens au plus haut niveau avec l'équipe de Donald Trump et aussi du respect. Alors, hier, je pense que c'est ce qu'on a vu, le fait que Jameson Greer accorde 1 heure à la première ministre du Québec, je pense que ça en dit beaucoup. Je pense qu'on peut bâtir là-dessus. Le mandat qu'elle m'a donné maintenant, c'est de poursuivre ce momentum. Elle devra défendre les intérêts spécifiques au Québec, comme les secteurs de l'énergie et de l'aluminium, auprès de l'administration Trump et au Mexique, mais aussi au sein même du Canada. On reconnaît bien sûr que c'est le gouvernement fédéral qui va négocier avec les États-Unis et le Mexique. Par contre, on veut s'assurer que les intérêts du Québec soient au premier plan et toujours à leur esprit. Il ne faut pas oublier que le Québec a des leviers très importants dans ces négociations-là. Les minéraux critiques, par exemple, l'énergie, ce sont des leviers positifs. Louise Blais connaît bien les États-Unis. Elle a travaillé à l'ambassade du Canada à Washington et a été consul général du Canada à Atlanta. Madame Blais croit d'ailleurs qu'il était important pour Madame Fréchette de venir rapidement faire une visite à Washington après son assermentation comme première ministre. Mon expérience aux États-Unis dit qu'on a beaucoup d'alliés. Et autant il y a plusieurs élus et plusieurs personnes d'importance dans l'administration qui comprennent ces enjeux-là, autant d'autres ont besoin de se les faire rappeler. Elle a choisi de faire son premier voyage hors Québec à Washington. Elle l'a rappelé à tous ses interlocuteurs hier.
Donc, ça montre où le Québec se situe dans notre tête, que pour nous, le partenariat qu'on a avec les États-Unis, c'est priorité numéro 1. Le défi risque d'être grand. On sait déjà que les États-Unis veulent depuis longtemps que le Canada mette fin à son système de gestion de l'offre. Christine Fréchette l'a répété cependant hier au représentant au commerce américain Jamieson Greer. Il n'en est pas question. À Washington, Jean-François Poudrier pour Nouveau Info. Les Émirats arabes unis se retirent de l'OPEP au nom de l'intérêt national. Ils affirment que c'est une décision qui reflète leur vision stratégique et économique à long terme après des différends avec l'Arabie saoudite. C'est un revers surprise pour l'Organisation des pays exportateurs de pétrole menée par Riyad, déjà ébranlée par la guerre au Moyen-Orient. Les Émirats avaient rejoint l'OPEP en 1967. Aux États-Unis, maintenant, l'ancien directeur du FBI, James Comey, qui est de nouveau accusé. Cette fois, c'est en lien avec une photo publiée sur Instagram il y a un an. L'image a été interprétée par les autorités de l'administration Trump comme une menace envers le président. James Comey a été congédié par Trump en 2017. Il est devenu depuis l'une de ses cibles de prédilection. Une juge fédérale a annulé 2 autres accusations contre lui l'automne dernier. Salut Yves. Salut Marie-Christine. Alors, on revient ensemble sur cette visite royale du roi Charles à Washington. D'abord, parle-moi de la symbolique derrière cette visite-là. C'est le 250e anniversaire de la Révolution américaine, le 4 juillet. Marie-Christine, la fameuse déclaration d'indépendance. Et qu'est-ce que c'est la Révolution américaine? C'est les colonies des États-Unis qui décident de se séparer du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne. Donc, ça a pris du temps avant qu'un roi du Royaume-Uni vienne en territoire américain. Et en fait, le premier, c'est le grand-père de Charles, c'est Édouard VI, qui s'est présenté en 1939. Et en même temps, il était même allé rendre hommage à George Washington. Et donc, ça fait longtemps que les deux pays sont réconciliés, ont des relations très spéciales, bien sûr, mais dans le cadre de des célébrations du 250e anniversaire du pays, la visite de Charles s'inscrit dans ce cadre-là. Quand même un peu controversé comme visite, là. Oui, parce que, en fait, toute personne qui s'approche de Donald Trump s'expose à des critiques. Et dans le cas du roi Charles, n'oublions pas une chose, son frère, le prince Andrew, est accusé en Grande-Bretagne en rapport avec l'affaire Epstein. Et qui dit affaire Epstein dit évidemment un de ses anciens amis, Donald Trump. Alors, il y a en ce moment une campagne de publicité d'un groupe, disons, qui veut favoriser les démocrates aux élections de mi-mandat, qui attaque directement le prince Charles en disant que son grand-père, quand il est venu, c'était pour combattre le fascisme en Europe. Et que maintenant, lui, Charles, déshonore sa mémoire en venant rendre un peu une sorte d'hommage indirect à Donald Trump. Sauf que si on écoute le discours qu'il a livré devant les élus américains, et ça, c'est seulement la 2e fois, l'autre seul souverain britannique qui a fait ça, c'est sa mère, Élisabeth II. Si on écoute son discours, il y a plusieurs sous-entendus qui pourraient être lus comme des critiques de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, notamment l'importance de la séparation des pouvoirs. Il a fait référence à un vieux texte que les juristes connaissent, qui est la Magna Carta du 12e siècle, qui a inspiré la fondation des... Puis on vient d'en parler, l'ancien directeur du FBI est accusé. Pourquoi il est accusé? Parce que Donald Trump a fait pression sur la justice américaine, sur le ministère de la Justice, pour le faire accuser. Donc, c'est, si tu veux, contraire au principe classique des États-Unis. Alors, sur le fond, si on regarde le discours, tout le monde l'a applaudi, mais il y avait comme des critiques subtiles envers Donald Trump. Oui, le sous-texte. Merci beaucoup, Yves. À demain. À demain. Bye-bye. À un peu plus de 24 heures du 5e match entre les Canadiens et le Lightning, on visite le musée personnel d'un grand fan du tricolore. Restez là. La
La fièvre des séries s'est emparée du Québec et on va se le dire, il y a des fans qui sont plus intenses que d'autres. Un homme de la Montérégie notamment qui a transformé complètement son sous-sol en musée contenant des milliers de trésors et ça lui a même valu d'être intronisé au temple de la renommée des partisans du CH. Alicia Miljour. Bonjour, bonjour. Allô, ça va bien? Ça va bien? Oui. Ben, merci pour me visiter dans le Habs Cave. Merci à vous, c'est vraiment impressionnant. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer Sonny, un grand collectionneur d'objets des Canadiens de Montréal. Vous avez combien de morceaux? Oh, j'ai jamais compté, mais certainement plus que 10 000 morceaux. Wow. Ouais. On a eu le privilège de visiter son sous-sol à Saint-Lazare. Et avant de commencer, vous m'avez visité ici dans le Habs Cave. Certainement, tu dois mettre un chandail de Canadien. Oh, ça, c'est des règlements. C'est la règle, parfait. C'est la règle. Merci beaucoup. Pour avoir plus d'ambiance ici dans le Habs Cave, on met nos chandails de Canadiens. Là, je me sens plus dans l'ambiance. Ouais, je serais prête à regarder une petite partie. Dans l'espace, moi, je suis une ébéniste comme métier. Et j'ai tout fait le sous-sol moi-même. Wow. C'est 2800 pieds carrés. Ça, c'est mon joueur favori. Quand j'ai agrandi, c'est Patrick Roy. Il jouait pour les Canadiens à 10 saisons. Alors, quand j'ai agrandi, il a rentré dans la Ligue et il a gagné la Coupe Stanley dans 86. Wow. C'est là où j'ai vraiment eu la piqûre de commencer à collectionner. Vous pensez que cette année, on aurait des chances? On a des bonnes chances. Ces deux hommes qui sont ici sont assez impressionnants, sont plus grands que nous, même, je dirais. Ça, c'est Patrick. OK, oui. Ça, c'est Ken Dryden. Alors, ils sont la sécurité du Habs Cave. OK. Ça, c'est où on regarde des matchs ensemble. Oui, parce que malgré tout, il y a la collection, mais vous regardez les matchs ici quand même. Oui, la priorité, c'est toujours de regarder les matchs. Oui, c'est ça. On fait des événements souvent. OK. Pour des œuvres de charité. Avec des anciens joueurs des Canadiens, on regarde un match ensemble. Tout le monde donne un don. Dans les 3-4 années, on a ramassé presque 200 000. Moi, je suis les Leafs, comme je suis un bon host. Vous êtes gentil. Oui, c'est ça. Ben, t'as compté un peu. Ben, je joue avec les Leafs, alors. Et en 2022, vous avez eu un petit truc spécial. Les Canadiens m'ont appelé et m'ont donné la nouvelle que j'étais le premier fan, partisan, d'être intronisé dans leur temple de renommée des partisans. Alors ça, c'était vraiment fun. On a un match demain soir. Est-ce que vous avez un petit rituel pré-match que vous faites quand c'est Oui, d'habitude, comme ça, c'est le chandail que je mets pour des matchs. Ça, c'est votre chandail à vous? Oui, ça, c'est des joueurs que je rencontre. J'ai fabriqué ça, c'est un 3D printed. Wow! En 3D, en plastique. Alors, vous voulez tenir la Coupe Stanley? Ah, mon Dieu, bien sûr. Wow! J'ai eu le plaisir de tenir la Coupe Stanley dans mes mains. On espère que les Canadiens auront cette chance-là aussi. Bonsoir, Marie-Christine. Mais continue, vas-y. Je t'en prie. Tu me regardais, ça va-tu continuer de chanter? Roch Voisine qui va être intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens. Exactement. Alors, on le sait quand même, après plusieurs décennies de carrière, autant en anglais qu'en français. D'ailleurs, Roch Voisine, c'est le premier Canadien à avoir atteint la première position du palmarès français, justement, avec la chanson Hélène. C'est aussi un des auteurs, compositeurs, interprètes bilingues les plus connus mondialement. Des disques d'or, des disques platine, tournées nord-américaines, aussi en Europe. Alors, il a vraiment sa place. Il va être intronisé aux côtés de Loverboy et de Tragically Hip aussi qui seront là. C'est le 26 septembre prochain. Ça va se passer à Toronto. Bravo! Oui, Maintenant, bravo. les Franco qui viennent de dévoiler leur programmation pour cet été, c'est tout chaud, là. Oui, bien en fait, on connaissait la programmation payante. Alors ça, c'est celle gratuite, donc à l'extérieur. Plus de 70 spectacles seront présentés. Entre autres, on pourra retrouver Marie-Mé, notre animatrice maison, qui sera là. Il y aura aussi Loud qui sera là. Il y aura Corias. Il y aura Lou, Adrienne Cassidy, Claude Belgag sera là aussi. Il y aura aussi un spectacle concept qui va s'appeler Sous le dôme de Jean Leloup, qui va réunir des gens comme Claude Belgag, Lou, Adrienne Cassidy, Safia Nolin et aussi Les Louanges, entre autres. Donc, plein de spectacles pour toute la programmation. Vous allez sur le francomontréal.com et il y en a pour tous les goûts.
Maintenant, parle-moi de Taylor Swift qui veut que sa voix devienne une marque déposée. Exactement. Alors, en fait, elle a fait une demande à l'Institut américain de la propriété intellectuelle pour que sa voix, donc, soit protégée, qu'on ne puisse plus l'utiliser n'importe quand et n'importe comment. On pense, entre autres, bien sûr, avec toute l'intelligence artificielle et les problèmes que ça cause, et aussi l'image de son image. Je ne sais pas si tu te souviens, en 2024, il y avait eu des fausses images d'elle qui étaient apparues sur le site officiel de Donald Trump pendant sa campagne. Elle avait dû intervenir pour faire retirer ça. Donc, le but de tout ça, c'est de faire protéger maintenant sa voix. C'est pas la seule, hein? Il y a des acteurs qui commencent à le faire aussi. Donc, ce que tu as à faire, c'est d'envoyer des échantillonnages de ta voix qui vont être analysés et aussi compilés, ce qui fait en sorte que quand l'IA va vouloir les utiliser... Il va y avoir un blocage. Exactement. Ou du moins, il va y avoir un alerte qui va être fait. Mais vraiment, honnêtement, là, ça va être de plus en plus courant que les acteurs, les actrices, chanteurs, chanteuses fassent ça. Alors, vas-y, je te laisse terminer sur du Hélène. Mais pourquoi tu pars? Reste ici, t'as besoin d'un ami. Salut les gars, en forme? Oui, Marie-Christine. Allô, on est en grande forme. À 24 heures du 5e match entre le Canadien et le Lightning, il y a 2 joueurs importants qui étaient absents à l'entraînement aujourd'hui. Effectivement. Donc, les joueurs du Canadien de Montréal ont repris l'entraînement aujourd'hui. Les 2 joueurs importants absents, il s'agissait de Josh Anderson et de Juraj Slafkovský. Ils ont été ébranlés dans le match numéro 4 au Centre Bell le dimanche. Le défenseur Mike Matheson était également absent. Martin Saint-Louis s'est fait rassurant cependant en disant que ces 2 attaquants allaient être de retour à leur poste pas plus tard que demain. Joe Velino, Brendan Gallagher et Patrick Laney, Marie-Christine, ont pris les répétitions au sein de trio établis. Mais là, attention, ça veut rien dire. On essaie peut-être de cacher des choses. À noter que Noah Dobson, qui n'a pas encore joué dans la série en raison d'une blessure à une main, a effectué quelques lancers au filet avant l'entraînement. Il y aura un autre entraînement en matinée demain. On devra en savoir plus sur la formation à ce moment-là. Edmonton, maintenant, les partisans qui ont de quoi s'inquiéter? Oui, Connor McDavid est un cas incertain pour le match de ce soir contre les Ducks d'Anaheim. Les Oilers qui font face à l'élimination. Écoute, McDavid a été blessé dans le match numéro 2 à la cheville. Dans le match numéro 4, il y a eu une sévère collision avec Alex Killorn. Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour les Oilers d'Edmonton qui pourraient donc subir l'élimination en 5 matchs. Et là, il y a toujours cette controverse des gardiens de but parce qu'il n'y en a pas un qui est sorti du lot. C'est soit Connor Ingram qui pourrait affronter les Ducks ou encore Tristan Jarry. Si jamais les Oilers devaient perdre ce soir, deviendrait la 2e équipe canadienne à être éliminée. Il ne resterait que le Canadien toujours en vie face au Lightning de Tampa Bay. On va remettre un pied dans la mise à jour économique parce que le gouvernement fédéral annonce quand même une hausse importante du financement pour le sport. Voilà, vous en avez glissé un mot, mais concernant le volet sportif, donc c'est le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, aujourd'hui dans sa mise à jour, qui a annoncé qu'il injectait 755 millions de dollars sur 5 ans, Marie-Christine. La majeure partie de cette somme va aller aux associations sportives nationales. Alors, Ottawa leur demande de contribuer à construire et à entretenir des infrastructures sportives communautaires, mais surtout viser à accroître la participation des Canadiens au sport. Alors, c'est une réponse d'Ottawa aux nombreuses critiques qu'on a entendues au sujet du sous-financement du sport canadien après les 2 derniers Jeux olympiques, tu t'en souviens. Alors, le gouvernement va financer également le développement des athlètes de haut niveau et l'accueil d'événements sportifs au pays, respectivement pour 45 et 50 millions de dollars. C'est une bonne nouvelle, mais ça demeure encore à être analysé pour savoir exactement d'où proviennent ces sommes et à quoi elles serviront. Maintenant, en terminant, il y a des mascottes plus agiles que d'autres. Et je ne sais pas si tu as vu les images, la mascotte des Nuggets de Denver qui est juchée dans les hauteurs de l'amphithéâtre, va grimper lentement mais sûrement. Ça s'en vient. Va prendre un ballon. Va prendre le ballon. Oui, ça sera pas long. Et va lancer le ballon derrière et ça se rend dans le panier. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est une mascotte, c'est pas un joueur? Oui. Non, c'est la mascotte la plus populaire. C'est la mascotte qui est payée le plus cher dans la NBA, sérieusement. C'est un ancien gymnaste qui est à l'intérieur, un ancien gymnaste olympique. Il est reconnu pour ses OK, vous avez fait une vaste enquête là-dessus. Absolument. Pas mal fait. Non, mais c'est Raphaël aussi qui nous l'avait donné. Oui. Mais parce que l'information sportive, c'est important. Je me demandais ce que tu faisais l'après-midi, là, je le sais. Merci, Fred, Yannick. À demain. À demain. On a les mêmes questionnements. Salut. Armand Vaillancourt qui m'en demeure, San Francisco, le sculpteur québécois de 96 ans, entame des procédures judiciaires après avoir tenté de renverser sans succès la décision de la Ville de démolir sa fontaine qui date de 1971. Il demande donc de préserver en fait la structure abstraite en béton blanc dans le projet de transformation du parc. La fontaine est clôturée depuis l'été dernier parce qu'elle est considérée dangereuse. Les pompes défectueuses doivent être remplacées.
Bonsoir, Michel. Allô, Marie-Christine. Alors, ce soir, la nomination de Louise Blais, les débatteurs en profitent pour se pencher sur la renégociation de la CIUM. Le Québec qui vient de nommer donc Louise Blais comme émissaire du Québec. Elle va représenter la province dans les prochaines négociations pour la renégociation en fait de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. Là, on sait qu'au cœur des tensions avec les États-Unis, il y a la gestion de l'offre qui gère en fait le prix et les revenus des producteurs quand on parle du lait, des œufs et des volailles. Est-ce qu'on devrait carrément abandonner ça? Parce que ça ne fait pas l'affaire des États-Unis, ce projet-là. Le Canada doit-il abandonner la gestion de l'offre? C'est le débat de 22h30. Merci, Michel. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17h.